Olivier et sa sœur Claire sont venus passer le week-end dans la maison de leur père, pleine de souvenirs de leur enfance. Il est mort d'un infarctus quelques semaines plus tôt et ils sont obligés de vendre la maison. Alors il faut s'y mettre, il faut commencer le tri entre ce qu'on garde, ce qu'on donne, ce qu'on jette. Il est bientôt 20h. Olivier est dans le salon, il regarde par la fenêtre, il regarde dans le vide. Sa sœur est allée chercher des bûches pour allumer un feu. Ce soir, ils vont se poser dans les fauteuils près de la cheminée, profiter un peu de cette ambiance qu'ils aimaient tant. Soudain, Olivier sent quelque chose sur la droite, vers le petit escalier qui mène aux chambres. Il est comme attiré. Il tourne la tête sans réfléchir et c'est là qu'il le voit. Il est 20h10, l'horloge est juste dans son axe de vision. Il est là, debout, l'air apaisé avec sa chemise claire. C'est tout lui, mais c'est lui. C'est une apparition. Il se regarde, il se sourit, et l'image disparaît. Au même moment, Claire pousse la porte qui donne sur la terrasse, les bras chargés de bûches. Elle le regarde, elle s'arrête sur le palier. Lui, il est immobile, pâle. Elle s'inquiète. « Ça va pas ?» Et lui de répondre « Si, ça va, mais tu vas pas me croire. Je viens de voir papa. » Podcast Story. Sa sœur, en effet, ne le croit pas une seconde. C'est impossible, évidemment. Olivier tente de rassembler ses idées. Il ne prend aucun traitement qui pourrait créer une hallucination. Il n'est pas spécialement attiré par ce qui touche à la spiritualité. Il n'a pas bu d'alcool ni fumé de drogue. Lui, il attendait juste sa sœur pour allumer un feu. Et elle peut dire ce qu'elle veut. Il a bien vu son père, mais sans chair et sans os. La communication est impossible sur le sujet. D'un côté, Olivier a l'intime conviction d'une réalité qui vient de s'ouvrir à lui. De l'autre, sa sœur ne se fie qu'à son mental. Ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Alors 15 jours plus tard, quand ils retournent dans cette maison ensemble et que l'écran de l'ordinateur de leur père s'allume quand Olivier passe devant le bureau, elle ne croit pas non plus à une quelconque manifestation paranormale. Les vibrations du sol ont fait bouger la souris qui a allumé l'écran et puis c'est tout. Olivier entend bien, oui, sans doute. Mais depuis quand le carrelage fait-il vibrer le sol ? Et pourquoi est-ce que ça ne s'est jamais produit avant ? Pas la peine de discuter. Olivier se terre dans le silence. Croire à un au-delà possible. Pour l'immense majorité des terriens, sans pour autant associer cette idée à un dieu, nous avons tous une âme. Quelque chose de nous survit à l'arrêt de nos fonctions vitales. Et chez les athées, on préfère parler de conscience plutôt que d'âme. Ce qu'on devient quand on meurt, rien. Au mieux un souvenir. D'après certains scientifiques, le besoin de croire viendrait du fait que notre cerveau ne peut pas se représenter le néant qui nous attend après la mort. L'homme se développerait mieux quand il croit en un après. Alors, au cours de l'évolution humaine, des mécanismes se seraient mis en place pour nous empêcher de concevoir notre propre mort. Mais avec l'arrivée des services de réanimation dans les hôpitaux, on a commencé à étudier de très près ce que l'on nomme des EMI, les expériences de mort imminente. Et il a bien fallu admettre que certaines choses échappent peut-être à la science. Prenez par exemple les sorties de corps en plein coma. Comment un homme en état de mort clinique peut-il être capable de raconter a posteriori ce qui se passait dans une autre pièce que celle dans laquelle il se trouvait sur la table d'opération ? Comment expliquer les visions de personnes qu'on ne connaissait pas et qui s'avèrent avoir existé après vérification ? Pendant 15 ans, Stéphane Alix, fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, a travaillé sur des cas incompréhensibles. Il les a soumis à des équipes de neuroscientifiques. Conclusion, dit-il, notre conscience possède une dimension fondamentale qui semble ne pas être affectée par la mort du cerveau. En d'autres termes, l'âme se dissocie bien du corps quand ce dernier meurt. Les cartésiens, eux, ne veulent rien entendre. Pour eux, c'est du grand n'importe quoi. Une chose est sûre, c'est souvent à l'occasion de la perte d'un être cher que nous autres, les vivants, ressentons quelque chose d'inédit. En d'autres termes, bon nombre d'entre nous se sont mis à croire en un au-delà possible, non par besoin de donner un sens à la vie ou pour se consoler,
mais parce qu'une expérience souvent bouleversante les a transformés, voire traumatisés. Ils ont éprouvé quelque chose d'indescriptible, une hyper-conscience soudaine de leur environnement. Ils ont vu ou entendu un défunt. C'était comme une hallucination. Ils étaient pourtant totalement lucides. L'expérience n'a duré que quelques secondes. Ils vivaient à cet instant un moment lambda, comme Olivier, comme vous, comme moi. Le psychiatre Christophe Forêt, spécialiste du deuil, parle d'étapes qui peuvent amener à chercher un contact perdu. Les premiers mois, on est encore plein de l'histoire de l'autre. Et puis, au bout de plus ou moins 1 an, la réalité de l'absence prend le dessus. Ce n'est plus le sujet. Alors, on cherche en soi quelque chose pour garder un lien avec le disparu. Certains discutent intérieurement, d'autres vont au cimetière et s'adressent à la tombe. En fait, chacun puise dans ses ressources comme il peut. Mais il arrive qu'on éprouve le besoin d'aller plus loin, pour en avoir le cœur net, pour répondre à des questions. Est-ce qu'il ou elle est quelque part? Est-ce qu'il serait possible de communiquer? Est-ce qu'enfin on pourrait avoir des réponses à des questions comme « Était-ce un accident ou un suicide? Est-ce que tu m'as pardonné? Est-ce que tout va bien ?» Alors on se renseigne, on consulte un médium, on accepte une séance de spiritisme chez les copains, vous savez, avec les lettres et le verre au milieu, histoire de... sans trop y croire. Parfois, un contact s'impose à nous, comme pour Olivier. D'ailleurs, il ne le sait pas, mais ce qu'il vient de vivre, la chercheuse Evelyne Elsaesser y travaille depuis 30 ans. Elle lui a même donné un nom, les VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt. Lors de la mort physique, l'âme pourrait se connecter grâce à sa fréquence vibratoire à l'un de nos 5 sens, comme l'a vu dans le cas d'Olivier. Elle utiliserait nos rêves pour s'y glisser, ou des appareils électriques, une ampoule qui s'allume, une machine qui se met en marche. Oui, c'est peut-être une connexion. Les témoignages sont multiples. Claire, la sœur d'Olivier, appellerait sans doute un réparateur sans se poser de questions. Quant au médium, attention, il y a tellement d'arnaques. On entend souvent cette phrase, mais comment savoir si c'est un vrai médium? Un vrai? Le fait même de se poser la question témoigne de notre croyance en la possibilité d'une âme. Et il en est ainsi depuis les débuts de l'humanité. Depuis les temps préhistoriques, la croyance animiste attribue un esprit à tous les éléments vivants de la nature, les plantes, les animaux, les arbres, même les pierres et bien sûr nous les humains. C'est encore l'univers des chamans aujourd'hui. Les premières sépultures révèlent des traces d'offrandes qui évoquent un passage vers l'au-delà. En Égypte antique, l'extraordinaire Livre des morts indique aux vivants comment accompagner les défunts vers l'autre monde. Le corps est la prison de l'âme, disait Platon. L'âme est au cœur des religions du monde. Mais pour rester focus sur la communication avec nos défunts, au sens d'un véritable échange possible, c'est notre sujet, les pratiques sont finalement assez récentes. Dans les grandes lignes, pour l'Occident tout au moins, le mouvement commence seulement au XVIIIe siècle. Entre 1749 et 1756, un mathématicien suédois, Swedenborg, publie une littérature importante sur des visions qu'il aurait eues. C'est une première. En plein siècle des Lumières, il affirme être en contact avec des esprits. Les poètes le disent génial, d'autres le croient fou. En tout cas, il ouvre une voie. Un peu plus tard, en Allemagne, cette fois, c'est un médecin, un certain Mesmer, qui commence à travailler sur le magnétisme. Sa conclusion, tous les êtres vivants, la Terre et les corps célestes seraient reliés par un même fluide. D'ailleurs, les maladies résulteraient de la mauvaise répartition de ce fluide. Le mesmérisme est né. On dira plus tard qu'il est à l'origine de l'hypnose, mais vous allez voir qu'il a un lien avec la naissance du spiritisme. On y arrive. 1848. Un événement déclenche pour la première fois une tornade spirituelle. Nous sommes aux États-Unis, dans l'État de New York. Dans la maison de la famille Fox, on entend des coups étranges dans les murs. Les 2 sœurs Fox, qui sont des enfants, y répondent en frappant par imitation, un peu comme du morse. Et miracle, elles communiquent avec cette fameuse entité. L'histoire devient un phénomène, les sœurs se produisent en spectacle, elles inspirent des vocations, c'est la grande époque du « esprit es-tu là » à l'américaine. Les médiums ne se cachent plus, les tables se mettent à tourner dans les salons et ça marche du feu de Dieu.
L'une des sœurs révélera plus tard que toute l'histoire n'était qu'une supercherie. Elle provoquait elle-même les coups mystérieux. Mais trop tard, le mal ou le bien est fait. Les frontières du monde des défunts sont bel et bien ouvertes à qui veut les passer. Nous sommes à l'ère du spiritualisme. Entendez par là que l'esprit est supérieur à la matière, ce qu'enseignent déjà la plupart des religions. En 1850, la passion des esprits traverse l'Atlantique pour l'Europe. C'est à cette époque qu'un instituteur, un certain Léon Rivail, découvre à son tour les tables tournantes et les médiums. Il assiste à des séances d'écriture automatique qu'on appelle aussi psychographie. Le sujet le passionne. Et il décide de poser des séries de questions aux esprits, toujours les mêmes questions, avec des médiums différents. Il note, il compare. Et sous le nom d'Alan Kardec, il publie le livre des esprits. Comme Mesmer, il affirme que tout est question de fluide, d'énergie spirituelle. Et il invente le terme spiritisme. Attention à ne pas confondre avec le spiritualisme. Il y ajoute la dimension d'un au-delà accessible et de la réincarnation. Pour lui, le spiritisme est une philosophie et il a vocation à devenir une science. Dans le même temps, les milieux intellectuels et artistiques se passionnent pour l'au-delà. Dans son livre des tables, Victor Hugo raconte ses incroyables séances de spiritisme à Jersey, dans une maison qu'on dit hantée. Son amie Delphine de Girardin y fait parler un guéridon à trépied, un coup pour A, 2 coups pour B, 3 coups pour C, etc. Gérard de Nerval, Edgar Poe, Alexandre Dumas, George Sand et bien d'autres ne jurent plus que par les esprits dans les salons mondains. Dans les familles, on s'essaye sans trop en parler à ces pratiques réprouvées par l'Église. Arrive alors la fameuse planche Ouija, sa flèche en bois qui se dirige vers oui ou vers non et vers des lettres de l'alphabet. C'est le même principe que les tables et les verres, c'est encore le fluide qui circule entre les vivants et l'esprit des morts. Arrivent les appareils électriques. Ah, si seulement on pouvait s'en servir pour ouvrir un nouveau canal de communication avec les morts. On connaît tous Thomas Edison pour son invention du phonographe, entre autres. On sait moins qu'il a conçu un nécrophone pour enregistrer les morts. Bon, l'appareil ne fonctionne pas, mais il crée un précédent. Des photographes s'essaient à leur tour aux expériences. Sur des tirages, à côté d'un modèle, on voit apparaître un personnage translucide, un ancêtre peut-être. Les faux montages sont monnaie courante, mais certaines photos restent incompréhensibles. Arrive la Première Guerre mondiale, 10 millions de soldats tués, près de 20 millions de civils. Le spiritisme donne de l'espoir d'un contact. On veut y croire, et quand ça marche, on est sous le choc. Les procès sont nombreux, car les arnaqueurs ont trouvé un terrain de jeu illimité. Mais de grands noms, comme celui de Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, y croient dur comme fer. À la façon de son cher détective, il pose comme principe qu'il faut toujours préférer l'improbable à l'impossible. De leur côté, les psychanalystes y voient une manifestation évidente de l'inconscient en quête de consolation. Le sujet ne cesse de créer la discorde. Certains y voient une nouvelle science, d'autres dénoncent une mascarade. Mascarade ou pas, hors de question d'en rester là. Plus les technologies évoluent, plus on y trouve des canaux possibles de communication. À la fin des années 50, un réalisateur suédois, Friedrich Jürgensen, croit entendre une voix très faible derrière les chants d'oiseaux qu'il vient d'enregistrer dans la nature. Aucun émetteur ne se trouvait dans les parages, ça ne peut donc pas être des interférences. Il enregistre à nouveau et capte des voix plusieurs fois, dont celle de sa mère, aucun doute. Vous l'aurez compris, sa mère est morte des années plus tôt. Il archive tout ce qu'il entend et il publie un livre qui se nomme « Voix de l'espace ». Il serait le pionnier de la communication technologique avec les défunts. À vrai dire, les histoires sont nombreuses et fascinantes quand on accepte de faire un petit pas de côté. Parmi elles, il y a celle du père François Brune, qui, une fois qu'il a commencé, n'a plus cessé de faire tourner sa bande magnétique pour des familles en quête de signes. Il est considéré comme le premier historien de ce style de communication. Loin du monde de la foi, c'est un professeur de physique qui se nomme Senkowski, qui va parler de transcommunication instrumentale, qu'on appelle aussi la TCI. Lui aussi, pendant plus de 20 ans, analyse des résultats obtenus lors d'enregistrements incompréhensibles pour le physicien qu'il est.
Un nom revient souvent quand on parle de TCI, c'est celui de Monique Simonet. En vacances chez sa mère, elle met en marche un vieux magnétophone après avoir lu un article sur le sujet. Le micro enregistre sa conversation, mais une autre voix intervient, celle de son père défunt. Comme à chaque fois, il y aura un avant et un après. Elle y consacre 30 ans de sa vie et une dizaine d'ouvrages. Allez, un autre cas qui a déchaîné les passions, celui de William O'Neill. Dans les années 80, il crée un engin de communication, le Spiricom, un énorme générateur de sons et de fréquences. Il se fait filmer, on entend l'intrusion audio d'un scientifique, un certain Muller, qui veut l'aider à mieux capter les ondes. L'expérience ne dure pas, on apprendra que O'Neill avait des talents de ventriloque. Reste que cette histoire, comme celle des sœurs Fox, alimente toutes sortes d'initiatives par le son ou par les ondes de la télévision. D'étranges visages apparaissent à qui veut bien y croire. Et finalement, tout le monde peut s'y mettre. C'est une question d'état d'esprit. Pour l'audio, il suffit d'avoir un enregistreur magnétique et une cassette vierge. Si vous achetez une Spirit Box, un petit boîtier qui détecte les ondes radio dans une pièce, vous saurez alors si un esprit est dans le coin. Aujourd'hui, les enregistreurs sont numériques, on peut même utiliser un logiciel de traitement de son, et donc le business devient juteux. Pour les cartésiens, à part les cas d'escroquerie avérée, c'est encore et toujours le cerveau qui fait tout. C'est lui qui nous fait entendre une voix quand il n'y en a pas. C'est lui qui commande les muscles de notre main. C'est lui qui fait bouger un verre ou la fameuse flèche d'un Ouija. Et c'est lui qui produit l'écriture automatique. Et pour les phénomènes que l'on n'explique pas, comme les sorties des corps, il y a un truc, on le trouvera un jour ou l'autre, et puis c'est tout. Maintenant qu'il est passé de l'autre côté, Olivier ne peut pas en rester là. Après quelques recherches, il apprend qu'il a des points communs avec une certaine Madame Bates, qui a défrayé la chronique en 1841 à Liverpool. Elle a vu apparaître au pied de son lit une amie très chère qui venait de mourir. Il décide d'aller parler à un médium pour essayer de comprendre. Il tombe sur une femme souriante qu'il reçoit dans un cabinet simple, sans bougie ni encens. Elle accepte volontiers de lui parler de son métier. Le médium, dit-elle, a des capacités intuitives hyper développées, une sorte de 6e sens qui permet d'avoir un taux vibratoire élevé. D'ailleurs, chacun peut apprendre à le développer en commençant par la méditation, par exemple. Quand il a vu son père, Olivier était peut-être dans cet état d'ouverture sans le savoir. Un ange passe. Elle reprend. Si vous entendez parler de channel, ça n'a rien à voir avec le contact de vos défunts. Disons qu'il s'agit d'un autre niveau. Cette fois, ce sont des entités dites supérieures qui transmettent un enseignement. Des livres magnifiques pleins de sagesse ont été écrits sous leur dictée. Ah, vous n'en êtes pas là, mais qui sait, peut-être un jour. Au moment de se quitter, elle prend les mains d'Olivier et lui dit, vous savez, laissez partir votre père, acceptez l'absence, ça fait partie du processus de la vie. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.